problème, quand est-ce que s'arrêtent ces bases? De mon point de vue, les bases s'arrêtent là. C'est-à-dire que déjà là, on a la possibilité de construire des phrases syntaxiquement simples, et déjà, il y a énormément de calculs à faire et énormément de potentiel d'erreur entre le français et l'anglais. Une fois qu'on arrive à des propositions enchâssées, comme on vient de le voir, learning a new language, de mon point de vue, on est au-delà des bases. Et pourtant, c'est bien à ce stade qu'on va arriver, à mon avis, à exprimer une pensée beaucoup plus dense, puisqu'on va mettre deux idées, 2, 3, 4 idées dans une seule phrase. Donc on va pouvoir non seulement avoir un propos beaucoup plus dense, avec moins de mots, on va pouvoir dire plus de choses, c'est ce que je veux dire par densité, mais en plus on va beaucoup plus intégrer les idées entre elles. Et c'est à cette condition, me semble-t-il, que l'on peut arriver à exposer plus facilement les idées que l'on a à un niveau M, qui sont donc des idées beaucoup plus complexes que ce qu'on peut avoir lorsqu'on est encore dans le secondaire, et à réduire cet écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire. Juste pour aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce que c'est que la complexité, eh bien ça va vouloir dire, par exemple, d'avoir des propositions subordonnées complétives en objet. It helps to understand national and global challenges. Ça veut dire avoir des propositions enchâssées au sein des groupes nominaux. Cela veut aussi dire ajouter des adverbes de fréquence. Cela veut aussi dire ajouter des circonstances à notre propos. Et tout ça permet d'avoir une expression complexe et dense. D'accord? According to the documents in the world we live in today, the main reasons for learning a foreign language are cultural and intellectual. Ici, en quelques mots, on a beaucoup d'idées, donc densité du propos, et des idées intégrées, ce qui rend les choses beaucoup plus efficaces. La phrase ici est complexe, on a quelque chose de bien différent que ces deux phrases simples. We can learn foreign languages today. Point. The main reasons are cultural and intellectual. Dans cette phrase, on a une volonté de ne pas faire d'erreur grammaticale, donc de proposer des phrases simples, mais le problème des phrases syntaxiquement simples, c'est qu'il va manquer de lien, manquer d'intégration, et donc le propos va se trouver appauvri. Au fur et à mesure, on va peut-être pouvoir le complexifier, le densifier, déjà en amenant des tournures plus anglaises. There are many reasons to learn a foreign language. The main reasons are. En ajoutant des références. The main ones are. Et puis finalement en intégrant tout ça. Mais faire tous ces calculs, au niveau de la charge cognitive, c'est extrêmement lourd. Dans la langue maternelle, on ne passe pas par tous ces calculs. C'est automatique de faire joindre l'idée et les mots et d'intégrer les idées entre elles. Donc, la question reste entière de comment réduire l'écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire quand le niveau d'anglais, plutôt de A, nous laisse aux bases et même à ces bases-là en difficulté. Pour conclure sur les bases grammaticales de la langue anglaise, elles sont difficiles à délimiter. Moi, je vous propose cette délimitation-là. Vous la trouverez peut-être ailleurs. Donc, au niveau des GN, sujets et objets, il y a les pronoms, la détermination, la question des adjectifs, la construction des noms composés et les propositions relatives et non pas appellatives. Et au niveau du groupe verbal, on a les temps, les modaux, évidemment la question des verbes à particules, les propositions négatives et interrogatives que je n'ai pas mentionnées. Déjà là, on a un certain nombre de points de difficulté. Mais ces bases sont insuffisantes, on vient de le voir, pour construire une argumentation complexe. Or, cette complexification syntaxique, c'est d'abord cela qui est nécessaire, qui fait le B2, et surtout c'est cela qui est nécessaire à l'expression d'une pensée de niveau M, disons. Au fond, les bases, lorsqu'on est à niveau M, doivent servir d'outils de relecture.
et de correction d'éventuelles erreurs. Donc en fait, elles vont plus davantage servir aux étudiants qui aujourd'hui sont de niveau peut-être B2, C1, C2, qui peut-être ont davantage automatisé les phrases complexes et donc écrivent des phrases complexes sans trop de difficultés. À vous, qui êtes de B2, C1 et C2, pensez à relire vos textes en réfléchissant et en reprenant les bases de l'anglais. Mais la question des bases ne résout pas le problème pour les étudiants de niveau A, malheureusement, et même de niveau B1, pour arriver à cette pensée complexe. C'est-à-dire qu'elles sont indispensables, mais elles sont insuffisantes de toute façon. Et d'où une très grande frustration et un très grand désarroi dans le contexte institutionnel qui est le nôtre, à savoir où l'on vous demande d'être niveau B2 à M, alors que malheureusement, malgré les nombreuses années d'anglais, vous n'y êtes pas encore. Deux solutions, deux propositions de comment aller plus loin. La première, c'est cette idée d'apprentissage par imitation. À moyen terme déjà. C'est-à-dire que lire, être exposé à la forme générale d'un texte, et ensuite écrire en essayant de respecter cette forme, ça a été démontré comme un moyen d'apprendre très fort. À une époque même, on parlait de copywriters, c'est-à-dire qu'on encourageait les élèves à apprendre en réécrivant des textes mot pour mot. Donc c'est quand même une méthode qui est connue depuis très longtemps. Elle permet d'apprendre des formes de texte, elle permet aussi de s'exposer à des formes de langue, à des structures types qu'on va pouvoir réutiliser dans sa langue. Par exemple, dans le travail que vous aviez à faire sur 5 do's and don'ts, vous avez naturellement dans le paragraphe 1 réutilisé le prétérit sans vous poser la question de savoir quel temps il fallait choisir, parce que c'était le temps principal du paragraphe 1 dans le texte à imiter. Vous avez utilisé l'impératif et même l'emphase, peut-être sans vous en rendre compte, et de manière correcte, parce que c'était les éléments à imiter. Une fois qu'on a fait l'imitation, il faut bien sûr se poser la question de ce qui s'est passé grammaticalement, mais vous voyez que l'imitation permet quand même un apprentissage de forme sans passer par tous ces calculs qui induisent les erreurs, parce qu'on va essayer de réduire l'écart entre le français et l'anglais. Dit autrement, un des moyens d'améliorer sa production écrite, c'est de partir d'exemples authentiques en anglais et de s'en imprégner, de les imiter, pour éviter de passer par le français. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout imiter, sinon ce n'est plus notre propre langue. Donc c'est juste un moyen parmi d'autres à rajouter au travail sur la grammaire, sur la syntaxe, sur les bases, pour essayer de s'améliorer en production écrite. Ce n'est pas magique, mais c'est une proposition de plus, un outil de plus pour essayer d'améliorer sa production écrite. Un autre élément est d'utiliser les outils tels que Google Traduction pour également travailler par imitation, mais aussi pour essayer de comprendre la syntaxe. Et je vous propose sur ce point une autre vidéo qui s'intitule les outils de Google Traduction. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les bases grammaticales en anglais. Pour ceux qui souhaitent réviser et reprendre leurs bases, j'ai identifié ici les éléments qui pourraient être la base de l'anglais, grammatical de l'anglais. Donc je vous invite à aller dans tous les bons livres grammaticaux d'anglais et à revoir ces bases en contexte, c'est-à-dire en y réfléchissant dans un texte donné et en vous posant des questions, en lisant un texte qui vous intéresse et en vous disant ok, pourquoi est-ce que la personne utilise tel ou tel point de grammaire à cet endroit-là. Voilà. On n'apprend pas la grammaire en lisant simplement un livre de grammaire, mais bien en le contextualisant. Bon courage.